La mise en œuvre de l'armement nucléaire par un sous-marin en plongée, c'est un grand classique de plusieurs films. 5, 4, 3, 2, 1... Entrée des codes présidentiels. Saisie validée. C'est une partie qui est secrète, même s'il y a plusieurs choses qui peuvent paraître logiques. Ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent souvent ne savent pas. Bonjour, je suis François Narol, je suis un ancien officier de la Marine nationale, et ma spécialité était la lutte contre les sous-marins. Frégate, dans le 150, elle vient de se mettre en mouvement. J'ai son hélice en audio. Cavitation sèche. Contenu à 7800 mètres, on est d'accord. Type galop de cheval. 7800 mètres, bien pris à la table. 104 tours minutes. Je compte les pales. Là, on voit un poste de détection dans le sous-marin avec plusieurs détecteurs. On n'en entend parler qu'un seul, qu'on comprend comme étant le l'oreille-d'or, c'est-à-dire l'analyste en acoustique sous-marine, qui écoute directement le bruit rayonné par un autre bateau ou autre chose et essayer de le caractériser pour dire ce que c'est. 7 pales. Donc non, pas russe, c'est une frégate iranienne. Le Zoroastre, très exactement. Tout ça est assez réaliste. Par contre, ce qui me surprend quand je vois cet extrait, c'est qu'on n'entend que lui. L'oreille d'or, il faut savoir que dans la marine, c'est le stade ultime d'un parcours professionnel qui commence à écouteur, puis classificateur, puis analyste. Ils ont condensé donc un peu toutes ces fonctions en un seul personnage, qui est une sorte de super-héros de l'acoustique. Mais avant tout, c'est un travail d'équipe en vrai. Second, l'acoustique est favorable. On devrait pouvoir passer sans être détecté. Faudrait juste, demander à Kiwi d'arrêter de passer l'aspirateur en tranche delta. Ça fait un bruit monstrueux dans le sonore de coque, là. Le sous-marin, il émet du bruit et il veut être le plus discret possible. Et donc, il s'auto-écoute régulièrement. C'est une sorte de test pour voir si soi-même on fait du bruit. Le coup de l'aspirateur, par contre, de savoir qui c'est, comment c'est, à quel endroit, c'est totalement fictif. Donc globalement, je dirais 80% de réalisme, 20% de fiction. Infiltration dans la salle des machines. Le trou est gros comme une tête d'épingle, je peux pas le boucher. Eureka! Bravo Homer. Alors une entrée d'eau, ça peut être juste une fuite, ça peut être un collecteur, c'est-à-dire un tuyau qui va se rompre, auquel cas on va pouvoir tourner les vannes, on voit certaines vannes ici. Finalement, la situation la plus grave, ça va être une brèche dans la coque. On va vite isoler le compartiment en fermant des portes étanches et on va vite remonter à la surface. Un sous-marin qui est frappé au combat, dans lequel il y a une brèche, de toute façon, il est hors de combat. Ce qu'on voit pas du tout ici, c'est évidemment le rapport à la pression de l'eau. La pression augmente avec la profondeur. Sa bague, il la prendrait dans la tête directement. Donc je dirais 20% réalisme, 80% fiction. Torpille! Alerte torpille! Tiré par le titane. Commandant, il faut virer de bord. Négatif, Codette, alignement en cours. Combien de temps avant l'impact, torpille? 120 secondes. La torpille est philo-guidée par titane. On n'a pas le choix, faut dérober. Alors la torpille, comment ça marche? À l'arrière, on va retrouver un morceau consacré à la propulsion de la torpille, au milieu de l'explosif, qui va être capable de casser un sous-marin ennemi ou un autre bateau en deux. Et à l'avant, une partie GPS, entre guillemets, sauf que sous l'eau, il n'y a pas de GPS. La navigation de la torpille, elle va se faire généralement téléguidée, on appelle ça philo-guidée, parce qu'il va y avoir un fil de commande qui la relie au sous-marin. On va lui faire casser son fil, lancez une torpille! Et effectivement, pour faire casser ce fil, la seule façon de le faire, ça va être de forcer l'autre sous-marin à manœuvrer. Le plus simple, c'est de lui tirer une torpille dessus. Allez, dérobe, casse-moi ton putain de fil! Si ce fil n'envoie plus d'informations, elle va se diriger toute seule en émettant des ondes sonores avec son sonar. L'ensemble est plutôt réaliste dans son approche, donc je dirais 80% réalisme, 20% fiction ici. Nous avons reçu un ordre, et nous devons nous soumettre à cet ordre. Nous avons le devoir de ne pas tirer avant que l'ordre soit confirmé. Monsieur Hunter, j'ai pris une décision. Ce bâtiment est sous mes ordres. Alors ça suffit, la ferme! Un classique des films de sous-marins, il y a un échange entre le commandant et son second qui ont un désaccord au moment d'employer une arme, si possible un missile nucléaire. Donc des désaccords entre un commandant et son second, ça peut arriver. Par contre, ces désaccords, ils sont plutôt exprimés en privé. Commandant, je ne vous contredirai jamais devant les hommes, vous le savez.
Mais aujourd'hui, Victor avait raison. Et il faut bien comprendre que si le sous-marin reçoit un ordre de tirer, il tirera. Commandant, on ne sait pas ce que ce message veut dire. Notre cible a peut-être changé. Ou vous répétez cet ordre, ou je trouve quelqu'un pour le faire. Il y a des procédures pour être sûr que l'ordre a bien été reçu, a bien été authentifié, et ces procédures ne permettent pas de laisser de la place à l'interprétation, à la subjectivité. Donc cette scène est purement fiction pour moi, et donc je dirais 100% fiction, 0% réalisme. Vous pouvez amorcer votre manœuvre. À vos ordres. Premier segment à mon signal. Gouverné au 260. Vitesse 18 nœuds. Les distances! Alors ce qu'on voit ici, c'est une scène de navigation sous-marine. Le sous-marin ne voit pas dehors. Pour se diriger, il a 3 choses à savoir. La première chose, c'est son point de départ. La deuxième chose, c'est d'avoir une carte de là où il veut aller et du fond sous-marin. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir une estimation de sa trajectoire. Il a plusieurs outils. La règle, la carte, le chronomètre, ça marche. C'est pas hyper précis. Ça permet de montrer une espèce de marin super-héros à l'écran. C'est pas cette tête, Yuri. Avec une carte et un chronomètre, je te traverse les Alpes dans un avion sans fenêtre. Depuis plus de 50 ans maintenant, on a des calculateurs qui font ça très bien. À cette époque, aussi bien que nous. Aujourd'hui, mieux que nous. La réalisation de cette manœuvre à cette distance avec un chronomètre, j'y crois pas trop. Donc je dirais 70% réalisme pour le concept, 30% de fiction pure sur la représentation.